Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Voici un nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui est la mesure de trafic. Et pour ce faire, j'ai deux invités pour en parler avec moi. Vous allez voir, ça va être très intéressant, leurs deux points de vue différents. Le premier, c'est Laurent Détailleur, qui est déjà intervenu. En fait, c'était le premier invité du podcast. Et avec lui, on a parlé à l'époque de AWStat et de Dolibar. On va reparler certainement d'AWStat aujourd'hui. Le deuxième invité, c'est Mathieu Aubry, qui est le CEO de Matomo. Voilà, que je vais laisser après se présenter. Vous allez voir pourquoi ces deux personnes sont avec moi aujourd'hui. Voilà. Donc Laurent et Mathieu, bienvenue sur le podcast Projet Libre et merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour pouvoir parler de ce sujet avec moi. Ça fait plaisir. Ouais, merci de nous inviter, Walid. Enchanté. Eh ben voilà, enchanté aussi. Pour commencer, je vais vous demander à tous les deux de vous présenter. Laurent, ça va être une présentation assez rapide puisque pour les gens qui sont intéressés, je vous propose d'écouter l'épisode 1 de la saison 1. Voilà, donc je te laisse, Laurent, te présenter très succinctement, s'il te plaît. Oui, pour faire succès, on va dire que je suis un serial open sourcer. C'est-à-dire que voilà, je développe des solutions open source et j'ai envie aujourd'hui. Parmi les plus connus, on a AWStat, Log Analyzer, dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je me consacre plutôt à Dolibar ERP CRM, dont je suis le chef de projet. Et puis voilà, mais sinon, il y a d'autres projets, Saliursas, Dolly Droid, Dolimed, il y a pas mal d'autres choses. Et je suis le fondateur de la société DoliCloud, qui est mon activité professionnelle, qui est une solution d'hébergement de Dolibar en cloud. Voilà, merci Laurent. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Moi, c'est Mathieu Aubry. Je suis né dans le Poitou, d'une famille paysanne. Très tôt, été intéressé par la technologie. Je ne savais pas à l'époque, mais je pense que j'étais un entrepreneur très tôt, bien que ce n'était pas vraiment dans le business, mais j'entreprenais pas mal de projets avec les amis, des projets sur le côté de l'école. Et au fur et à mesure des années, ça a évolué dans effectivement la création de plusieurs projets open source, dont celui qui actuellement me fait vivre et dont je dirige l'entreprise. J'habite actuellement en Nouvelle-Zélande, où j'ai déménagé il y a environ 13 ans, après avoir rencontré ma partenaire qui est néo-zélandaise. On s'est rencontrés en Écosse alors que je travaillais pour Amazon. Voilà, donc j'ai la chance de rentrer tous les ans en France et j'ai pu rencontrer Laurent cette année. On a passé une très bonne soirée ensemble, un summit avec que des fondateurs, cofondateurs d'entreprises open source. Donc c'était très sympa d'être ensemble avec une de nos tribus là-bas. Pour les auditrices et les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce Open Source Founder Summit, je vous propose d'écouter l'épisode avec Émilie Omir, qui est une des organisatrices, voilà, où on revient un peu là-dessus, donc voilà. Écoute, c'est super parce que c'était une de mes questions qui était pourquoi tu es en Nouvelle-Zélande, donc tu as répondu, donc voilà. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, la première chose que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est prendre un petit peu de hauteur et que vous nous expliquiez quelles sont les différentes technologies d'analyse du trafic, comment est-ce qu'on fait, j'allais dire historiquement, et maintenant, comment ça se présente en fait, pour analyser du trafic sur des sites. Oui, je vais commencer peut-être par la plus ancienne, celle qui est en vigueur dans AWStat, Log Analyzer. Donc c'est la technologie d'analyse de log, donc c'est simple, c'est un petit programme qui va aller lire les logs du serveur. Alors ça peut être un serveur web, mais ça pourrait être un serveur de mail, un serveur FTP, n'importe quoi. Et puis on va essayer de tirer le maximum d'informations et synthétiser tout ça ensuite pour le représenter sous forme de graphique. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la technologie ancestrale, la plus ancienne, celle sur laquelle on avait les outils d'analyse de trafic historiques, donc AWStat, mais on avait aussi très connu à l'époque, Analog, Webalizer, et puis beaucoup d'autres solutions également propriétaires qui pouvaient fonctionner sur ce mode-là. Voilà. Et puis ensuite, il est arrivé une autre manière de faire, une autre technologie, dont je vais laisser Mathieu parler, qui est celle, on va dire, plus courante aujourd'hui, de l'insertion de tags JavaScript. C'est ça, en fait, avec l'évolution du web et l'évolution du JavaScript notamment, il a été possible de faire de la mesure d'audience d'une autre manière.
qui a certains avantages par rapport à l'analyse de log. Donc c'est une technique qui est la technique utilisée par tout le monde maintenant, où en fait il suffit d'insérer un petit code JavaScript dans toutes les pages HTML du site, et ce code JavaScript va s'exécuter dans le navigateur quand on visite le site internet. Il va collecter des informations et les envoyer via une requête HTTPS vers un service qui va ensuite stocker ces données dans une base de données pour après calculer des rapports et montrer des tableaux de bord. Donc l'avantage de cette solution de mesure d'audience dite par tag, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir accès au log du serveur, ce qui peut être assez compliqué à mettre en place. C'est plus simple de copier-coller un code dans un site. Et également, un autre avantage, c'est que avec le code JavaScript, on a plus tendance à traquer des vraies personnes, des humains qui visitent le site internet, alors que les logs serveurs vont inclure toutes sortes de données, notamment des bots, donc des robots qui naviguent sur le site. Et ça peut être assez dur des fois d'exclure les robots, les différencier des humains. Donc, On peut rajouter qu'il y a d'autres avantages également. C'est qu'on est capable également d'extraire des informations qui sont des informations propres au navigateur, comme par exemple la résolution de l'écran, ce genre de choses qu'on ne peut pas faire avec l'analyse de log. Par contre, il y a aussi un inconvénient, c'est qu'il y a effectivement certaines typologies de trafic que l'on ne va pas voir, notamment les worms, donc une sorte de robots ou virus qui peuvent rester invisibles par l'analyse de tag, puisqu'ils ne vont pas exécuter la page web en tant que telle, ils vont juste faire des requêtes brutes, chose que par contre l'analyseur de log, lui, va voir. Et après, il y a le mode hybride, par exemple, la WStat a essayé justement de joindre un peu les deux mondes en mettant un petit peu de tags pour essayer de récolter des informations que peut récolter la technologie du tag, que ne permet pas log. Et donc là, on va être sur plus une solution mixte. De ce que je comprends, ça serait potentiellement encore pertinent d'avoir des logs du serveur? Pourtant, maintenant, tout le monde utilise plutôt des tags, JavaScript. Oui, parce qu'au fait, aujourd'hui, les besoins sont de l'analyse maintenant sont surtout déportés auprès des utilisateurs, des administrateurs au sens métier, plutôt que des administrateurs au sens système. Et donc, pour ces administrateurs au sens métier, les informations d'analyse de log, la plus-value qu'avait l'analyse de log sont des choses qui pour eux ne parlent pas. Et donc, il n'y a plus vraiment de sens pour ces personnes-là. Par contre, effectivement, pour celui qui veut vraiment une vision plus système, l'analyse de log a plus d'intérêt. Mais on va voir qu'il y a d'autres aujourd'hui, qu'il y a d'autres solutions. Cet intérêt, il est surtout donc orienté par rapport au virus, ce genre de choses. Et là, on va avoir des outils un peu plus génériques, plus orientés sécurité, qui vont faire ce genre de reporting pour les administrateurs système. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'analyse de log côté serveur tourne en désuétude par les évolutions des besoins aujourd'hui et les profils utilisateurs. quand Laurent parle des experts métiers, il y a plusieurs catégories de gens en fait qui utilisent les outils de mesure d'audience. Donc il y a notamment les marketeurs. Donc ce sont les gens dont leur travail est d'apporter de l'audience sur les sites et des gens qualifiés qui sont intéressés par le service. Donc les marketeurs, c'est une grosse partie des utilisateurs. Mais pas seulement, il y a aussi des experts data, donc des gens qui répondent à toutes questions data de leurs collègues de différentes équipes et qui ont besoin d'un outil flexible qui permet comme ça de formuler des requêtes sur la data et d'avoir des tableaux de bord, etc. Un autre aspect, c'est ce qu'on appelait avant les webmasters, qui maintenant en fait sont plutôt devenus des experts produits. Et donc on a les titres comme le product manager, le product owner. Et donc ça c'est le genre de personnes qui utilisent vraiment les outils de mesure d'audience. On va pas faire l'histoire de la WStat parce qu'on l'a déjà faite. Par contre, je serais très intéressé qu'on commence l'histoire de Matomo. Donc depuis sa genèse, est-ce que Mathieu, tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu commences à travailler sur ce projet-là et aussi qu'est-ce qu'il y a à l'époque et pour quelles raisons toi tu décides de créer un nouveau produit en fait? En fait, jusqu'à mes 16 ans, j'étais, disons, un adolescent classique. Bon, j'aimais bien l'école, j'adorais apprendre des choses, lire, etc. Mais bon, je joue à fond aux jeux vidéo, je fais du sport, etc. Et après, j'ai eu la chance, en fait, de rentrer dans un lycée assez spécial qui s'appelait le lycée Pilote Innovant, qui maintenant s'appelle le lycée Pilote Innovant International. Et vraiment, c'était une chance et un gros moment de bascule dans ma vie où, en fait,
C'était un lycée qui acceptait les gens sur motivation. Donc, il fallait écrire une lettre de motivation. Il fallait quand même être un peu académique, etc. Et du coup, là-bas, je me suis retrouvé avec vraiment plein de gens qui avaient une sorte de passion en eux, qui voulaient faire des choses. Notamment, j'ai habité, en fait, on était à l'internat, du coup. Et à l'internat, j'étais dans la chambre avec Johan Maté, qui maintenant est d'ailleurs cofondateur et CTO d'une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle pour la prédiction météo. Et il a travaillé à Google pendant des années, à Google X, etc., où il travaillait sur les ballons atmosphériques qui transféraient l'Internet. Donc, bref, il se trouve qu'à 16 ans, j'étais dans la même turne que lui. Et en fait, il m'a introduit. Lui, il était plus avancé, plus précoce encore. Et du coup, il avait déjà commencé à programmer. Et en plus de ça, au lycée, on avait déjà des cours de programmation. Rendez-vous compte. C'était en 2000. Et on apprenait le Pascal 2 heures par semaine. On avait même notre prof d'informatique qui était un administrateur Linux chevronné, un libriste chevronné. Donc vraiment, c'est une chance incroyable. Et en fait, j'ai été comme ça initié au Pascal, mais vraiment, j'aimais pas du tout. C'était genre, j'arrivais pas à connecter au Pascal, on faisait des dessins et tout. Mais par contre, dès que là, j'ai découvert le web, là, vraiment, ça s'est débloqué. Et donc, Johan m'a initié au PHP et plus tard à MySQL. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, au lycée, il faut faire des présentations, des choses comme ça. Bon, la méthode classique, c'est de faire des PowerPoint. Mais nous, en fait, on faisait des sites internet plutôt. Au lieu de faire un PowerPoint, on faisait un site internet. Et du coup, c'était l'époque, c'était super fun de faire des sites. On faisait les Pixel Perfect Design, si vous vous rappelez à l'époque, c'était un autre style, quoi. Mais en fait, après avoir passé autant de temps à faire ces sites, ces présentations, au lieu de les laisser mourir sur nos ordinateurs et ne plus jamais les revoir, on prenait plaisir à les mettre sur Internet, finalement, et partager comme ça notre travail. Et puis, après avoir fait ça plusieurs fois, c'est très naturel de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui vont voir ces sites, en fait? Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, bien sûr, j'ai pas eu l'idée directement de créer un outil pour faire ça. D'abord, j'ai regardé les outils existants. Donc, il y avait bien sûr AWStat qui demandait de mettre en place avec les log serveurs, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. L'alternative à l'époque, c'était Xiti. C'est pour ceux qui se rappellent. C'était maintenant, il s'appelle Piano Analytics. Ils ont été rachetés par des Américains, mais c'est une entreprise basée à Bordeaux. Et en fait, c'était un très bon service, mais quand on utilise Xiti, il fallait du coup mettre ce fameux code JavaScript dans les pages. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça affichait un icône et un logo de Xiti, qui à l'époque était jaune et en fait très moche aussi. Dans nos designs de sites Pixel Perfect, qu'on avait vraiment mis de l'amour dedans et tout, on voulait pas le gâcher avec ce logo jaune. Donc en fait, c'est vraiment de là que c'est parti. Vu que je commençais à apprendre le PHP, et la base de données, en fait, j'ai vite connecté que c'était un projet fun à construire comme ça sur le temps libre, à l'internat, le soir. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et au début, j'avais aucune prétention de faire un projet libre, bien que, en fait, c'est là où du coup, j'ai aussi en même temps rentré dans le domaine du logiciel libre. En fait, quand on est curieux et qu'on veut apprendre les choses rapidement, on est vraiment très reconnaissant des gens avant nous qui, après avoir fait tous ces apprentissages, ont décidé de les partager avec la communauté. Et vraiment, très vite, j'ai été fasciné par l'open source et le logiciel libre. Et après, j'ai découvert donc Richard Stallman, un peu le philosophe, le créateur du mouvement du logiciel libre. J'étais quand même très idéaliste. Bon, je le suis toujours, mais beaucoup plus modéré avec l'âge et les apprentissages. Mais c'est vrai que ça m'a directement parlé, beaucoup. Et même à l'époque, j'avais fait un essai sur le logiciel libre pour justement explorer ça un peu plus en détail, bien comprendre. En découvrant, d'une part, l'informatique, l'Internet, et d'autre part, le logiciel open source, et en ayant ce besoin de mesurer l'audience des sites, un peu naturellement, je me suis dit, c'est parfait, il faut faire un outil open source pour ça. Et en fait, il se trouve que ça n'existait pas à l'époque. C'était vraiment la chance d'être. J'allais te demander, est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'outils comme ça, plutôt côté client, quoi, qui permettaient de faire de la mesure De ce d'audience? que je me rappelle, non, ça n'existait pas. Il y avait les outils comme AWStat, Analog, etc., mais il n'y avait pas d'outils open source. C'était vraiment le début, et du coup, c'était des outils commerciaux comme Xiti. Mm. Donc ça, je le dis souvent quand les gens me demandent,
Enfin, quand je raconte l'histoire, c'est vraiment, bien sûr, c'est beaucoup de travail, de focus, d'épreuves, d'apprentissage, mais c'est aussi la chance d'avoir eu le timing, d'avoir eu l'idée au bon moment et d'avoir focalisé quoi, sur cette idée, d'avoir été le premier. Sachant que Laurent, il était français, est-ce que tu as et d'une manière ou d'une autre, essayé de le contacter? Je regardais justement vite fait dans les emails, mais Alors moi, j'ai des preuves, attention, hein. ouais, de 2012, hein. Est-ce que tu as retrouvé l'email de 2012? Moi, j'ai retrouvé un mail de ta part qui date du 18 juin 2012. Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai retrouvé aussi, mais du coup, c'était déjà 10 ans après. C'est ce qu'on raconte là, quoi. Donc c'était assez tard, c'est venu. Donc là, tu étais déjà, tu t'appelais plus PHP MyVisit, tu t'appelais, Piwik. Voilà, c'est ça. Donc l'histoire est un peu longue et il y a pas mal d'étapes, mais c'est vrai que quand j'ai contacté Laurent, nous, on avait donc le projet Piwik, qui maintenant s'appelle Matomo, qui à la base utilise la technologie JavaScript de mesure d'audience. Mais il se trouve qu'en 2012, donc c'était quelques années après la création du projet, en fait, il y a eu un membre de la communauté qui avait un besoin d'analyser les logs serveurs et qui en fait a participé au projet open source et a contribué à un module supplémentaire qui permet l'analyse de logs serveurs. Donc c'est là où en fait nous on rentrait en concurrence avec AW Stat et donc comme tu dis, vu que Laurent était français et puis qu'entre projets open source on a un respect et tout ça, donc j'ai contacté Laurent et je lui ai dit en fait bah voilà on lance ça, donc c'est vrai qu'on maintenant on va être en compétition et je voulais juste qu'on établisse le contact et je sais pas si on s'était parlé à l'époque, Laurent. Honnêtement, je me souviens plus. Dans l'historique des échanges, on avait prévu une visio, mais je me souviens plus, des discussions qu'on a eues. Voilà, c'est ça, ça remonte. Donc au tout départ, quand tu crées le projet, ça s'appelait PHP MyVisit? Oui, donc en fait, quand j'étais au lycée, j'ai créé ce projet PHP MyVisit. Donc à l'époque, c'était le nom était terrible, on va dire, mais ça venait de PHP MyAdmin, qui était l'outil pour administrer les bases de données MySQL en PHP. Et bon bah voilà, j'avais peut-être 17 ans, j'étais pas trop inspiré sur les noms, donc j'avais copié le nom PHP MyVisits. En fait, ça, c'était mon premier projet open source. Et en fait, c'était vraiment un apprentissage énorme. En fait, j'ai fait pas mal d'erreurs, diverses et variées techniques, aussi de la manière dont je gérais la communauté. En fait, j'étais un peu trop refermé sur moi-même. J'avais pas encore compris comment la communauté fonctionnait et comment communiquer au monde pour que la mission, la vision soit claire et que les gens aient envie de rejoindre. Et en fait, c'était pas assez clair. Et du coup, c'était un peu mon projet, quoi. Je faisais mon truc. Oui, il y avait quelques contributions, notamment il était traduit en 25 langues, je crois, etc. Mais c'était pas un succès au niveau développeur. Et puis après, donc, je suis rentré en école d'ingénieur. Donc, j'avais quand même en prépa, en plus. C'était très dur pour moi, la prépa. J'avais plus le temps de travailler dessus. Mais j'avais quand même toujours ce projet qui fonctionnait. Et puis, toujours, il n'y avait pas eu d'autres finalement alternatives qui s'étaient créées depuis. Donc j'avais moi mon projet je voyais tous les problèmes qu'il y avait et ça me plaisait plus en fait ce projet-là. Et en fait, quand j'étais en 3e année du coup d'école d'ingénieur, j'ai eu la chance d'avoir été remarqué grâce à ce projet PHP MyVisit. Il y a un Américain du coup qui m'avait du coup remarqué et en fait qui m'a offert de venir en stage pendant 4 mois parce qu'il fallait faire un stage de 3-4 mois en 3e année. Et du coup, j'ai été invité en stage à Londres dans une entreprise qui s'appelait à l'époque Open Ads, qui faisait en fait un serveur de publicité open source, donc une sorte d'alternative décentralisée à Google Ads, donc qui permet à chacun de gérer ses pubs sur son site, d'avoir le contrôle là-dessus. Et eux, en fait, ils pensaient que bien sûr Analytics c'était important dans ce concept-là. Et puis ça leur coûtait pas cher de m'inviter en stage pendant 3-4 mois. Ils avaient rien à perdre et moi c'était une chance énorme. En fait, je suis arrivé à Londres, j'avais 20 ans ou 21 ans, vraiment plein d'énergie. Et du coup, j'avais carte blanche en fait. Et vraiment, je me rappelle être sur le bureau à Londres, c'était une grande table, et j'avais plein de feuilles blanches pour le coup. Et en fait, je devais redesigner le projet avec tous les apprentissages les erreurs que j'avais faites avant pour pas les refaire. Donc, à tous les niveaux, quoi, que ce soit au niveau de la base de données, du design ou du code, faire un code modulaire ou du site internet, avoir une mission très claire, engager la communauté, être accueillant,
etc., etc. Donc c'est là où, à Londres, j'ai créé le projet. Donc il fallait trouver un nom. Et donc là, bref, j'avais eu l'inspiration pour diverses raisons. C'était le mot wiki m'avait inspiré, le mot kiwi aussi. C'est marrant parce que c'était avant que je rencontre ma partenaire néo-zélandaise. Les Néo-Zélandais s'appellent les kiwis. Donc c'était peut-être un signe du destin aussi. Mais en tous les cas, voilà, j'avais appelé le projet Piwik. Et au bout d'environ 6 mois, j'avais une alpha de prête. Et avec cette alpha, en fait, j'ai après recruté des copains en école d'ingénieur pour m'aider à peaufiner un peu, faire du code. Et du coup, ensemble, on a créé la bêta. Et en fait, je me rappelle que quand on lançait la bêta, en fait, moi, j'étais en stage à Amazon. Et mon autre copain était en stage à Google et mon autre copain était en stage à Intel. Et en fait, on a écrit ça sur le site. Et après, ça a été vu par un gros site à l'époque qui s'appelait Read Write Web et qui avait fait un article sur nous. Et du coup, c'est là où je pense que ça a aidé aussi au développement, en plus de tous les autres articles et tous les gens qui sont rejoints le projet. Et c'est là où vraiment l'aventure a commencé, en fait. Il y a pas mal de gens, notamment beaucoup d'Allemands, qui sont venus parce qu'ils ont, les Allemands, en fait, ils ont une histoire particulière avec l'après-guerre où il y avait la Stasi qui était en place, où en fait les gens s'espionnaient les uns les autres. Il y avait vraiment une ambiance terrible d'espionnage et de délation, je crois on appelle ça. On doit dénoncer les autres et tout. Et en fait, ils ont été, en tant que nation, traumatisés par ça. Et du coup, ils sont très très avancés sur le respect de la vie privée, le contrôle des données, la souveraineté. Et il se trouve que le message que j'avais proposé, la mission de créer une alternative open source à Google Analytics, ça a vraiment beaucoup résonné avec les Allemands. Et vraiment, on a eu la chance d'avoir des jeunes ingénieurs pour la plupart, ou étudiants encore, très bons, quoi, qui ont rejoint le projet et ont contribué des grosses parties du projet, donc des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modules. Et c'est là où vraiment le projet a commencé à prendre de l'ampleur. Et voilà. Quand tu commences à créer, Piwik, est-ce que au départ, c'est juste un collectif de personnes ou est-ce que dès le départ, tu as monté une société, autour de ça? Donc en fait, moi, comme je disais, j'étais assez idéaliste. Dans ce concept, il y avait le fait que j'avais du mal avec l'idée de faire de l'argent. En fait, je m'en suis rendu compte après. Et ça me limitait beaucoup. Et en fait, je croyais au fait qu'on pouvait faire un projet comme ça communautaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On recevait des donations. On avait aussi des sponsors sur le site, des gens qui nous payaient pour mettre leurs liens, leurs logos, etc. Bien sûr, on avait des gens qui nous demandaient: est-ce que vous pouvez développer ça? Est-ce que vous pouvez développer ça? Donc on le faisait, on facturait les développements. On a un peu tout essayé aussi. Donc on a fait du crowdfunding très tôt. En fait, vraiment, on était précurseur du crowdfunding. Mais bon, ça permet de lever 10 000, 15 000 euros, mais ça s'épuise vite. Après, en fait, j'avais fait ce stage à Londres. Après, j'ai travaillé pour Amazon, mais bon, au bout de 6 mois, j'en avais assez, en fait, d'être dans un énorme corporate où on avait très peu d'impact. En fait, tout le monde est très bon et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tous les jours, on voyait les rapports avec le nombre de millions que l'équipe générait, mais voilà, ça me parlait pas, quoi. Bien que j'ai énormément appris techniquement dans ces 6 mois, notamment sur la qualité, les tests automatisés, etc., qui était quelque chose que je connaissais pas du tout quand j'ai commencé. Et au bout de 6 mois, j'ai démissionné et en fait, j'avais une offre du coup de cette entreprise OpenAds qui m'avait fait une offre d'emploi où il me disait en fait, voilà, tu peux travailler à plein temps sur le projet et nous peut-être on va l'utiliser, peut-être pas. Du coup, c'était une offre que je pouvais pas refuser vu que j'avais pas encore l'idée de faire de l'argent grâce à un business. J'étais pas prêt en fait à faire ça vu que juste faire le produit et le développement, ça me prenait en fait toute mon énergie. Voilà, donc tout ça pour dire que la première étape du projet, les 5-6 premières années, c'était un mix de donations, de sponsors, de freelancing, de crowdfunding et d'être employé plein temps par une entreprise pour me payer à le développer. Mais bien sûr, ça paye que moi, donc il fallait après que je paye les autres. Et c'est là où, en fait, une des personnes qui faisait partie de l'équipe, j'ai commencé à la payer finalement pour dire, voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. Donc moi, j'avais mon salaire, je la payais un peu avec. Ça devient très vite compliqué dans le sens où les salaires, c'est quand même très élevé. Et pour lever chaque mois 3 000 euros de salaire ou quoi,
il faut quand même être très fort en business. Et du coup, moi, j'étais pas prêt. Et en fait, du coup, un peu du jour au lendemain, je me suis rendu compte, là, mon compte en banque, il va être à zéro dans 4 mois, quoi, si je continue comme ça. Et il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et c'est là que je me suis un peu résigné à l'idée à l'époque de monter une entreprise. Et par contre, il fallait que je trouve un cofondateur qui lui, soit expérimenté dans le business pour que moi, je puisse continuer à me focaliser sur le produit, etc. Et donc, dans l'équipe Matomo, il y avait un Polonais qui, du coup, avait déjà monté une entreprise avec 40 employés, je crois, à l'époque. Bon, il faisait du consulting, mais du coup, il avait prouvé qu'il pouvait le faire. Et du coup, on s'est mis en business ensemble. Et on a appelé le business Piwik Pro, donc la version pro de Piwik. Et cette aventure-là, elle a duré environ 2 ans et demi, où on a monté le business, on a trouvé ce qui s'appelle le product market fit. Je ne sais pas s'il y a une traduction française, mais c'est vraiment un concept très important où en fait le produit arrive à un stade où il répond aux besoins du marché et le coup le marché se l'approprie, en a besoin, vient vers vous pour le chercher et c'est très dur à arriver à ça. Donc ça nous a pris pas mal d'essais, etc. Mais on avait la chance encore une fois d'être parmi les premiers. C'était quand même plus facile. Et en fait là, donc cette aventure-là a été vraiment pour moi une énorme série d'apprentissage. Une des erreurs que j'ai faites, en fait, que pareil, je m'en suis rendu compte plus tard, c'est que je n'avais pas de mentor, je n'avais pas de coach, de gens plus expérimentés qui auraient pu me guider. Ou j'étais vraiment en mode, j'étais tout seul, quoi, face au monde. Et bien sûr, on avait notre communauté, etc. Mais niveau business, j'avais aucun conseil. J'avais même pas lu de livre à l'époque. Je lisais que des livres sur d'autres choses, quoi. J'ai fait sûrement ma dose d'erreurs. Eux aussi, mes ex-partenaires ont aussi fait des erreurs et il se trouve que au bout de 2 ans et demi, en fait, ils m'ont mis un peu dans une situation très compliquée et qui n'est pas non plus en accord avec mes valeurs, on va dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est séparés. En fait, ils m'ont menacé et dit, bah voilà, si on ne lève pas d'argent, on va couler la boîte ou ça va pas marcher. Alors que à l'époque, on avait déjà 1 million d'euros de revenus. Et en fait, ils embauchaient toujours plus de gens alors que franchement, on n'en avait pas besoin, clairement. Et ils embauchaient ça pour maintenir une pression financière sur moi de devoir lever des fonds. Et quand on lève des fonds, vu que j'avais plus de 50%, mais j'avais pas non plus 90%, parce que je leur avais fait une offre honnête et généreuse aussi, et j'aurais perdu le contrôle sur le business. Et en fait, les investisseurs en capital risque, quand ils investissent dans un logiciel open source, en général, ils veulent le contrôle sur le projet open source, au moins indirectement, via une fondation qui a un charter limité, etc. Et moi, en fait, j'avais pas confiance en mes partenaires. Déjà, vu que je voyais ce qui se passait, et du coup, je voulais à tout prix protéger la mission du projet open source et je savais qu'elle aurait été menacée par ces investisseurs. Bien que, je dois dire que c'était des bons investisseurs. J'aurais rencontré, j'ai parlé à des gens dans lesquels ils ont investi, donc notamment le créateur de MariaDB, le créateur de Nginx, qui ont dit du bien d'eux. Donc c'est pas le problème. Eux, ils étaient dans leur rôle et tout était bien, mais c'était le fait que j'ai été mis comme ça à pied avec l'obligation d'accepter un terme que je voulais pas, auquel cas je perdrais tout. Et en fait, j'ai décidé de partir de mon propre business. Donc c'était assez spécial. Et du coup, là, moi, c'était une période assez difficile. En fait, j'étais du coup burnt out, on va le dire, hein. Mon cerveau était, je dis souvent, à peu près 20% des capacités. Donc c'était genre, j'étais plus moi-même. J'arrivais plus à coder, à réfléchir profondément, à me concentrer. Et mon corps était vraiment fatigué, stressé, etc. Attends, j'ai une question avant qu'on aille plus loin, parce que je pense que ça va être intéressant pour la suite. Je t'ai pas posé la question, quand tu as commencé, quelle licence t'as mis sur Piwik? Ah oui, donc Piwik, moi, vu que j'étais idéaliste et à l'époque, il n'y avait pas encore la GPL, j'adorais en fait la GNU GPL. Je trouvais que c'était la licence parfaite et j'étais vraiment un follower de Richard Stallman, quoi. Je buvais ses paroles. Après, je sais qu'il a eu des critiques plus tard sur son comportement peut-être, etc. Mais bon, pour moi, ça reste un héros vraiment. Et j'ai eu la chance de le rencontrer aussi en personne en Inde. En fait, juste avant de créer Piwik, j'ai fait une année d'échange en Inde, ma 4e année. Et
c'était vraiment exceptionnel. Ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, quoi. L'Inde, c'est vraiment un choc à tous les niveaux. Et il faut lâcher prise pour encaisser ce que l'Inde vous envoie au corps, au sens, etc. Et il se trouve que pendant que j'étais en Inde, c'était le moment où Richard Stallman faisait le tour du monde pour présenter la dernière version de la licence GPL, où ils avaient corrigé les problèmes qu'il y avait eu pendant des années, etc. Du coup, je l'avais rencontré en personne à Bangalore. J'avais pris le train de nuit avec un ami. Et... Bref, donc j'avais ce jour-là rencontré un de mes héros. Et quelques mois plus tard, c'est là où du coup je m'asseyais à ce bureau avec la feuille blanche et je créais le projet. Donc je pense que ça m'a aussi motivé. Mais du coup, voilà, pour moi, c'était la GNU GPL, donc la licence phare, on va dire, du logiciel libre, qui aussi garantissait le fait que si quelqu'un voulait prendre le produit et le changer, l'améliorer ou quoi, bah, ils auraient été obligés de redistribuer le source. Donc en fait, c'était pour maintenir cet aspect communautaire et de partage. À l'époque, Piwik et Piwik Pro, c'est la même chose. Disons que j'avais un peu vu venir et j'avais gardé le contrôle sur Piwik, donc le nom de domaine, la marque qui était enregistrée à mon nom, et j'avais donné le contrôle de Piwik Pro, la marque, et le nom de domaine Piwik Pro à l'entreprise. Donc quand on a comme ça, on n'était plus en accord avec mes anciens partenaires et qui m'ont en quelque sorte forcé à partir, donc je suis parti, mais j'avais moi toujours le contrôle sur le projet open source, la marque Piwik, etc. Donc là, il a commencé une période assez compliquée où, en fait, nous, on avait le projet Piwik, eux, ils étaient Piwik Pro, mais on était complètement séparés et en mauvais termes, finalement. Même, j'ai dû leur faire un procès parce qu'ils n'avaient pas payé. Enfin bref, c'était tout un truc, faire un procès en Pologne depuis la Nouvelle-Zélande. Mais vraiment, j'ai eu une chance énorme, en fait, c'est qu'à ce moment-là, alors que j'étais burn-out, en fait, une des deux personnes que je payais justement avec mon argent qui s'épuisait, s'appelait Thomas Sister. Et donc, Thomas est devenu mon cofondateur. C'est un vrai génie, vraiment, je ne serais jamais là sans lui. Et il se trouve que, alors que moi, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, j'ai pris 1 an à revenir à, on va dire, mes capacités. Ben, lui, il était en pleine force et il avait l'énergie, la motivation de recréer un business, finalement, à partir de Piwik. Mais il fallait quand même refaire tout le business, il fallait recréer des produits payants, un service, etc., etc. Donc, c'est lui qui est devenu du coup le lead ingénieur et produit. Et moi, j'étais là, je faisais tout le reste en fait, le marketing, la vente, les papiers, etc. Mais bon, ça reste plus facile que de créer un produit, quoi, mentalement. Donc, Thomas, c'est celui que tu m'as fait rencontrer il y a 6 mois, c'est ça. c'est lui? C'est ça. D'accord. C'est Donc ça. il est toujours Il est toujours sur le bateau, quoi. C'est ça. Il est directeur technique de la boîte. Après, là, on est en train de faire évoluer le rôle, puisque on est dans le présent maintenant, mais lui comme de moi, on souhaite devenir beaucoup plus stratégique et moins travailler dans le business, à faire les rendez-vous, les revues, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Du coup, on est en train de faire évoluer nos postes pour être beaucoup plus stratégique et justement pouvoir pérenniser le projet Matomo. On en reparlera, mais il y a énormément de concurrence maintenant, etc. Donc, Tu pars avec Piwik et Thomas, lui, il est à fond. Il commence à retravailler sur ce nouveau projet qui s'appelle pas encore Matomo. en fait, il travaille sur Piwik et en fait, au bout d'1 ou 2 ans, je crois au bout d'1 an. Attends, mais il est pas payé. Enfin, comme, je veux dire, tu Non. pars. Ok. Ouais, donc là, Ok. après, comment on se payait Ah bah si, je pense que je le payais un peu du coup avec l'argent que j'avais fait de la vente. Je me rappelle Ok. plus trop, mais je pense qu'on se payait vraiment un petit salaire pour vivre, quoi. Après, on avait juste besoin de café finalement, café, eau, le repas, et on était focalisé quoi pendant 2 ans. On avait la chance aussi d'avoir eu un bureau gratuit en ville dans une entreprise à Wellington en Nouvelle-Zélande là qui est pro open source en fait. Ils font du consulting open source et ils nous ont beaucoup aidés quoi. Ils nous ont donné le bureau gratuit, donc on se voyait tous les jours et on s'est mis à construire en fait des options payantes pour le logiciel Piwik, tout en développant toujours bien sûr la plateforme open source, mais il fallait qu'on monétise et qu'on fasse de l'argent et maintenant je commençais à comprendre le business, on va dire, après les 2-3 ans d'expérience que j'avais derrière moi.
Mais en fait, il y avait toujours ce problème vraiment gênant où on partageait le nom avec des gens qu'on pouvait plus, qu'on n'aimait plus, qui avaient plus rien à voir avec nous, etc. Donc là, on s'est décidé il faut changer le nom, quoi. Ça va être vraiment difficile. Le projet s'appelle Piwik depuis, je pense à l'époque, ça fait 10 ans peut-être, ou peut-être un peu moins 8 ans. Et là, on a décidé de changer le nom pour arrêter de comme ça constamment penser aux autres ou être mis en rapport avec les autres. Donc le processus de changement de nom, c'est quelque chose. Hein. Je me rappelle la checklist, on a passé quand même des semaines à le planifier. Et la checklist faisait plus de 100 étapes. Donc, il y avait plus de 100 choses à changer. Et on l'a fait sur plusieurs mois de temps. Pas besoin de tout faire en même temps, il faut le faire petit à petit. Il y a certaines étapes critiques, comme l'enregistrement de la marque, c'est très important. La gestion aussi du SEO de Google, de bien gérer la redirection et suivre les bonnes pratiques, etc. Mais c'est vrai que pour nous, ça s'est bien passé, le changement de nom. Et comment on a cherché le nom ? Étant deux geeks que l'on était, on a écrit un générateur de noms. En fait, on a identifié les sons qu'on aimait bien. Et après, on a généré tous les noms qui combinaient ces sons-là. Et je crois qu'il y en avait peut-être 2000, un truc comme ça. Et puis, on a tout lu un par un et on s'est dit, ah ouais, celui-là est pas mal. Et je crois qu'il y en avait une cinquantaine qu'on avait comme ça, qu'on aimait bien. Et puis, Tu dis que c'est généré parce que dans Matomo, il y a Matt de Mathieu. Mais oui. Et il y a Tomo de Thomas. Mais oui. Mais c'est fou, mais c'est le biais de ça. On s'en est rendu compte que après, qu'en fait, on avait choisi le nom qui avait nos deux noms dedans. Voilà. Mais on s'en était pas rendu compte sur le coup, quoi. C'est ça qui est rigolo. Effectivement, il se trouve que on aime bien le son de nos noms, n'est-ce pas? Et quand vous choisissez Matomo et que vous commencez à faire tout le changement et tout, c'est jamais évident de recréer ton image de marque. Alors ta communauté, tu l'avais déjà, enfin, elle était déjà là, quoi. Mais c'est quand même une étape assez critique de recréer une marque, quoi. Oui. Ça, c'est un truc au long terme, au long cours. Oui, et je pense que c'est toujours le processus est toujours en place, quoi, de créer une image de marque. C'est vraiment un travail continuel. Et je pense qu'on doit faire mieux d'ailleurs, bien sûr. Après, nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait du travail spécifique. On s'est appliqué à changer le nom un peu partout de manière comme ça structurée. Et ça s'est bien passé en fait. Les gens ont compris. Et je sais qu'au bout de 2-3 ans à peu près, le changement était effectif finalement dans la tête des gens. C'était clair. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé aussi l'ancien domaine. Donc quand les gens cherchaient l'ancien nom, ils trouvaient une page très claire qui dit ah voilà, le nom a changé. Donc voilà, ça permettait comme ça de toucher les gens qui utilisaient toujours l'ancien nom. Donc il y a comme ça différentes techniques à mettre en place pour que ce soit clair. Mais tant qu'on explique aux gens, tout se passe bien, je pense. Ouais. Et si on regarde maintenant, parce qu'on a commencé à parler un peu de communauté, si on regarde un peu maintenant ta communauté, elle est composée de... Comment elle se compose, la communauté? Est-ce qu'il y a des régions du monde qui ressortent plus que d'autres? Est-ce que c'est très divers? Qui un peu la compose? Alors, oui, c'est très divers. Quand on regarde par exemple du coup les tableaux de bord avec les pays, Matomo est utilisé dans quasiment tous les pays du monde, quoi. Enfin, en tout cas, plus de 200 pays. Donc ça, c'est sûr. Après, on a énormément de popularité dans certains pays, notamment en Europe. Donc les pays les plus qui utilisent le plus Matomo sont l'Allemagne. Il y a environ 12% des sites internet en Allemagne qui utilisent Matomo, ou en Autriche. Pareil, en Suisse, je crois que c'est environ 7%. En France, c'est environ 7% aussi. Donc ça, ce sont les pays où Matomo est le plus utilisé. La communauté, on estime, donc on sait que Matomo est utilisé sur 1 million de sites internet, ce qui représente environ 1,5-2% du marché, parce qu'il y a environ 150 millions de sites internet actifs. Et sur ces 1 million de sites, on estime qu'il y a environ 250 000 personnes qui chaque mois vont regarder les tableaux de bord dans Matomo. Mais en fait, on ne sait pas, vu que Matomo est complètement décentralisé et qu'on est obsédé par le respect des données des gens. On sait le nombre de Matomo qu'il y a, c'est environ 250 000, mais on ne sait rien de ce que les gens font dedans. Donc c'est pour ça qu'on estime environ 250 000 personnes qui utilisent chaque mois. Donc après, la communauté, il y a différents types de communautés. Par exemple, donc, il y a les utilisateurs, ceux qu'on vient de parler.
Il y a aussi les traducteurs. Donc là, Matomo est traduit en plus de 50 langues. Il y a aussi la communauté des contributeurs. Les contributeurs, en fait, je pense que c'est quelque chose qui se passe dans beaucoup de projets. Pas tous, hein, mais beaucoup. Où en fait, au début, il y a énormément de contributeurs vu que tout est à construire. Donc en fait, les gens, ils utilisent le produit, ils se disent ah mais j'ai besoin de ça, et puis ça n'existe pas. Du coup, bah je vais le construire, je vais le créer, je vais le contribuer. Mais une fois qu'on devient un produit mature qui fait la plupart des choses dont les gens ont besoin, il y a moins de choses à contribuer qui soient comme ça intéressantes ou vraiment dont les gens ont énormément besoin, puisqu'on on l'a déjà construit, etc. Et en plus, ça devient de plus en plus dur à contribuer vu que le code devient plus complexe, il faut écrire des tests, etc. Donc ça demande un niveau de développement plus abouti qui limite en fait les contributions à des gens qui sont des professionnels finalement du code. Et les gens qui sont des professionnels du code, ils ont déjà un boulot. Le soir, ils veulent passer du temps avec leur famille. Donc voilà, on s'est rendu compte que la communauté de développeurs sur la plateforme elle-même a vraiment diminué et il y a très peu de contributions. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des projets annexes pour permettre aux gens de contribuer de manière plus simple. Par exemple, un des projets qu'on a créé, ça s'appelle Device Detector. Donc c'est une librairie open source qui détecte les matériels utilisés par les gens en JavaScript justement à partir du user agent. Et en fait, ce projet-là, c'est un gros succès. Il y a énormément de projets qui l'utilisent et il y a des compétiteurs, des concurrents à nous qui l'utilisent aussi. Donc, et ça reçoit beaucoup de contributions. Ensuite, ce qu'on a aussi fait dès le début, presque dès le début, c'est de créer Matomo, donc à l'époque Piwik, en tant qu'une plateforme. Donc une plateforme, ça veut dire qu'il y a un socle commun qui est la plateforme open source, mais elle est modulaire. Donc elle permet aux gens de créer des plugins, comme WordPress, c'est le plus gros exemple qui existe. Donc on a vraiment suivi ce modèle-là. On a été beaucoup inspiré par WordPress aussi. Et du coup, les gens, quand ils souhaitent contribuer, pour ne pas les limiter à ce que nous, on accepterait dans la plateforme, en fait, on leur permet d'innover sur ces plugins. Et on a créé comme ça une marketplace ouverte où les gens peuvent publier leurs plugins. Et il y a plus de 100 plugins actuellement dans la marketplace. Ça permet comme ça à la communauté de s'exprimer, de contribuer sans devoir passer toutes les portes nécessaires à que leur code arrive dans la plateforme Matomo. Ça me fait une transition, parce que j'allais te demander s'il y avait des plugins payants, mais ça me fait une bonne transition vers votre modèle économique. Et comment ça marche? Enfin, quel est votre modèle économique? Et puis d'ailleurs aussi, avant, est-ce que votre licence, c'est toujours une GPL ou est-ce que tu as changé la C'est licence? toujours GPL. En fait, il se trouve que nous avons 3 modèles économiques. Okay, donc ça s'est fait étape par étape. Donc le premier modèle qu'on a lancé, c'est justement, on avait cette plateforme open source qui avait beaucoup d'utilisateurs. On a décidé de créer des modules payants pour cette plateforme. Alors, nos modules payants ne sont pas sous licence GPL, puisqu'en fait, on les distribue via notre marketplace, et donc on n'est pas obligé de les distribuer sous GPL. Et nous, c'était une manière aussi de protéger quand même cette partie-là du business qui devenait notre business, du coup. Donc, on a créé des modules payants. Donc, actuellement, on en a 16, mais bon, ça s'est fait petit à petit, un par un. Donc, c'est des modules comme par exemple l'analyse de vidéos sur un site, pour savoir quelles vidéos sont regardées, jusqu'à quand les gens regardent. Ou on a un module pour l'analyse des formulaires, pour savoir comment les gens interagissent avec les formulaires. On a un module de test AB testing, où on peut comparer 2 versions d'une page de manière scientifique et mesurer laquelle performe le mieux, etc. Donc il y a comme ça 16 modules payants. Et donc ça s'appelle un open core business model, où en fait le core de la plateforme est ouverte, mais les modules ne le sont pas. Bien que les gens, nos clients peuvent voir le code, mais ils n'ont pas le droit de le modifier ou de le distribuer, de redistribuer. Donc ça, on a commencé comme ça. Et en fait, franchement, on pensait continuer comme ça. L'idée au début, c'était de faire une petite entreprise finalement, de pas trop se prendre la tête, quoi, d'avoir peu d'employés, si possible de gros bénéfices et pas trop s'embêter en vendant comme ça du logiciel, des licences. Et on a fait ça pendant 2-3 ans. En même temps, on avait quand même des entreprises qui du coup utilisaient la plateforme Matomo sur leur infrastructure. Et quand on est une grosse entreprise et qu'on utilise comme ça un logiciel open source, très souvent, elles ont besoin de support technique.
Et elles veulent avoir quelqu'un à qui parler quand ça ne fonctionne pas. Et moi, très vite, j'ai voulu du coup que l'on s'élève dans une position où du coup, on donnerait cette garantie à nos clients. Je voulais que Matomo soit vu comme un projet vraiment professionnel, que les entreprises pouvaient avoir confiance. Et je voyais ça un peu comme un test. Je me dis, si on fait du support aux entreprises, au moins, on va être sûr que ça fonctionne et on pourra le dire aux clients, ça va nous aider à vendre plus de plugins, etc. Donc, on a aussi lancé ça, l'offre de support. Donc, au début, c'est moi qui faisais le support pendant plusieurs années. Donc, je créais des guides, etc. Et j'aimais bien, en fait. Ça me montrait que, le projet qu'on fait, c'est utilisé par des groupes du CAC 40, etc., des grosses entreprises. C'était une validation, finalement, de tout le travail qu'on avait fait, des épreuves. On avait, du coup, ces 2 business models, donc le support et le open core, on vendait des licences. Mais moi, en fait, je sais pas, depuis assez longtemps, j'étais quand même, comment on dit, enthousiasmé et j'avais vraiment envie, je sais pas vraiment pourquoi, mais j'avais envie de gérer une entreprise SaaS. Je me suis dit, c'est trop cool d'avoir des serveurs qui gèrent des données 24 heures sur 24 et de gérer ça. C'était quelque chose qui m'excitait à l'époque. Et en fait, il se trouve que j'aime pas trop faire ça, gérer des serveurs ou quoi. Donc, bien sûr, on fait faire aux employés qui sont très qualifiés là-dedans. Mais j'avais cette intuition que j'avais envie de me lancer là-dedans. Mais il se trouve que Thomas, du coup, lui, mon cofondateur, il avait pas trop envie. Il voulait plutôt rester sur la version plus simple, etc. Et donc, c'est là où on n'était pas d'accord, en fait. C'est un peu la première fois. Et c'est là où on a, du coup, engagé un coach qui nous a aidé en fait à résoudre ce conflit. Bon, il se trouve que j'ai réussi à convaincre Thomas de lancer le business model qui s'appelle SaaS, Software as a Service, ou Cloud. Et c'est là où en fait on a lancé du coup Matomo Cloud, le service. Ah oui, je dis que je sais pas trop pourquoi je voulais faire ça, mais en fait je le sais, c'est parce que le futur, enfin disons que maintenant on le voit, énormément de services sont SaaS, et tout simplement parce que c'est plus simple à utiliser, à s'inscrire, à mettre en place. Et moi, je voyais venir ça. Les gens, des fois, sur des appels, me disaient, vous faites du SaaS. Enfin, les gens le demandaient, limite. Donc, on s'est lancé là-dedans, dans notre 3e business model, qui était du coup du Matomo Cloud. Et en fait, aujourd'hui, ça représente 75% de nos revenus. Donc, on l'a lancé en dernier, mais la croissance a été vraiment beaucoup plus rapide que le reste. Notre entreprise a 75% de SaaS, 20% de vente de licences et 5% de support technique. Ah, vous avez tous les modèles possibles, en fait, pour faire de l'argent autour du logiciel libre, quoi. Je pense qu'on a tout essayé, ouais, entre la première étape, donation, crowdfunding, être embauché par une autre boîte, faire du freelance, maintenant avoir ces 3 business models. Ouais, je pense qu'on a pas mal testé avant de tomber sur ce mélange qui fonctionne bien pour nous. Puisqu'en fait, actuellement, on a un message clair aussi à notre communauté. C'est oui, on est à fond dans l'open source, on-premise, vous pouvez être souverain sur vos données, on a zéro accès à vos données, on-premise, et on le supporte. Ou alors, vous aimez nos valeurs, le produit, ce qu'on représente, mais vous voulez pas aller jusqu'à installer tout vous-même, utilisez la version cloud. Et en fait, nous, on n'est pas en train de pousser l'une ou l'autre. On veut vraiment que les gens choisissent celle qui leur convient. Et il se trouve que pour la plupart des gens, c'est la version cloud, vu que c'est plus simple. Avant qu'on passe sur les avantages de Matomo par rapport à la concurrence, une dernière question. Comment vous décidez si une fonctionnalité, elle va dans le cœur open source ou si ça va être un module propriétaire? Justement, Émilie, quand on a interviewé Émilie Omir la dernière fois, elle disait, en fait, si tu veux que ta communauté, que tes clients, ils comprennent bien ce que tu fais, il faut que le message il soit assez simple pour qu'ils comprennent. Si je prends la version open source, j'ai ça. Si je prends la version propriétaire, j'ai ça. Tout à fait. C'est vraiment difficile, hein. Il y a effectivement une analyse que là, je sais pas si j'arriverai à expliquer comme ça, mais vraiment, c'est plutôt une intuition. En fait, il faut respecter la communauté. En fait, moi, je suis le premier nous sommes les utilisateurs, donc on comprend quand on télécharge un produit open source, on veut que ça fonctionne, que ça réponde aux besoins. Et après, c'est savoir à quel pourcentage de besoins ou de gens vont directement être ravis d'utiliser ce produit. Et en fait, peut-être un des critères qu'on utilise, c'est de savoir si est-ce que cette fonctionnalité
est utile à un libriste qui fait ça, qui met ça sur son site perso ou son blog, ou est-ce que c'est utile seulement à une entreprise finalement, qui a un site commercial? Donc si la réponse est que bah oui, pour faire du A/B test par exemple, franchement, il y a que des entreprises qui vont faire ça, et en plus des entreprises qui ont beaucoup de trafic, parce qu'il faut beaucoup de trafic pour faire du A/B test. Et du coup là, c'est clair que ça limite, il y a aucun intérêt à le mettre en open. Enfin, si, il y a un intérêt, mais je veux dire, c'est clair que c'est une fonctionnalité payante. On a raisonné comme ça, plus ou moins, pour ces 16 fonctionnalités. Mais là, depuis qu'on en a lancé 16, je crois cette dernière année, on n'en a pas lancé, même voire les 2 dernières années. Donc maintenant, on investit plus à proportion dans la maintenance des produits existants qu'on a créés et dans la maintenance de l'open source aussi. Donc, on a tellement créé de produits que maintenant, on veut plus trop en créer et plutôt améliorer ce qu'on a fait et fournir une grosse valeur à nos clients existants et à la communauté. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est une intuition de se dire non, mais si. Ça change d'un produit à l'autre, en fait. D'un produit à l'autre, les réponses sont différentes en fonction des fondateurs, différentes du business, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que le produit soit fonctionnel en version open source. En fait, si on regarde le produit, quand on a activé les 15 ou 16 fonctionnalités, du coup, en fait, le menu de l'application est 2 fois plus grand à peu près. Donc, il y a la moitié des choses qui sont open source, la moitié qui ne le sont pas. Après, au niveau code, je pense que il y a plus d'open source que de privé, mais c'est à peu près l'idée, quoi. En fonctionnalité visuelle, il y a la moitié qui est premium et l'autre qui n'est pas. Mais la moitié qui n'est pas premium, qui est gratuite, c'est vraiment la base, quoi. C'est les choses vraiment indispensables. Une autre question là qui me vient. Donc, la société, c'est une société néo-zélandaise. Vous êtes combien d'employés? Ils sont où vos employés? Oui, donc on vient juste d'atteindre 50 employés, puis environ 30 en Nouvelle-Zélande et 20 à l'étranger. Donc en fait, on est 100% remote. Donc au début, je disais, on était dans ce bureau avec Thomas, mais au bout d'environ 2 ans ou 3 ans, juste après qu'on ait embauché notre premier employé remote, on s'est dit, bah, on n'a plus besoin de venir au bureau tous les jours, on se connaît tellement, on va parler quoi, sur Internet plutôt. Et du coup, on a tous les deux commencé à travailler à la maison. Et dès le début, de toute façon, on ne voulait pas de bureau avec des employés. En fait, on voulait aussi avoir accès à un plus grand talent. Du coup, nous, c'était clair dès le début, ce serait full remote. Donc voilà, 50 employés. Donc on est à peu près, je crois, 7 en France, 5 en Allemagne, 4 au Canada, 2 aux États-Unis, 1 en Australie, 1 en Inde, 1 en Philippines. Et voilà. C'est bien les fuseaux horaires pour faire du Oui, support. là, je crois qu'on est en 16 par 5. Et on est en train de petit à petit essayer de faire du 24/6. Ouais. Bon, l'heure tourne, alors j'ai encore 2 parties importantes que je voudrais qu'on aborde, à moins que Laurent ait des questions. Non, écoute, il se débrouille bien, hein, franchement. Je voulais qu'on parle de comment Matomo se comparait par rapport à la concurrence. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de concurrence. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la concurrence et comment vous vous démarquez de la concurrence? Oui, alors ça, c'est vraiment ma bataille actuelle. On a énormément de concurrents et en fait, on a des dizaines de concurrents, ok? Mais on en a environ peut-être 20 qui sont vraiment sérieux et très bons. Et sur les 20, il y en a 5 qui sont des entreprises qui valent plus d'1 milliard. Donc il y a Google avec Google Analytics, qui est le logiciel utilisé par 80% des sites internet et qui est gratuit. Donc on est en concurrence avec Google et un outil gratuit de Google. Okay, en plus, on est en concurrence avec Adobe Analytics, on est en concurrence avec Yandex Analytics, les Russes, Content Square aussi, et Amplitude, les Américains. Donc ces 5 entreprises-là valent plus de 1 milliard, elles ont des centaines d'employés vraiment très qualifiés, etc. C'est compliqué. Et en plus de ça, ces dernières années, notamment depuis la RGPD, la loi de protection des données, il y a eu énormément d'autres acteurs qui sont sortis, qui ont été inspirés aussi par nous, faut le dire, et par d'autres, et qui ont lancé des concurrents. Et du coup, on a énormément d'outils comme les plausibles, Phasm, etc., qui sont sortis et qui commencent en simple. Ils se positionnent en outils simples d'analytics, mais au fur et à mesure du temps, ils évoluent eux aussi. Et donc, c'est vrai que maintenant, on est dans un marché
incroyablement concurrentiel et ça devient très dur. Et donc, c'est là où nous, on doit arriver à se démarquer, à jouer sur nos forces. Et nos forces, c'est le fait qu'on soit un outil très établi, très complet. Donc, d'une part, on est très complet, tout en restant simple d'utilisation et agréable d'utilisation. Et on y travaille pour améliorer ça. Donc, on embauche là des designers, etc. Ensuite, on a l'aspect respect de la vie privée et éthique. On souhaite être éthique et on est éthique. Donc, on doit faire ce qui est bien, ce qui est la bonne chose à faire dans toute situation. Donc, il n'y a pas de raccourci possible quand on est éthique, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est une force et la plupart de nos employés viennent aussi parce qu'ils ont raisonné avec ce message. Donc, nos employés sont éthiques. Donc, on travaille, on insiste là-dessus. Et pour conclure, le dernier aspect qui est unique à nous, c'est qu'on est open source et on est un open source qui est mature. Et on appelle ça enterprise proven. Donc, on a été, Matomo, il est allé sur le champ de bataille pendant des années. On a traqué des milliards de hits. Ça fonctionne. Il y a des centaines de configurations possibles. Donc, c'est prêt pour l'entreprise à tout niveau. Mais ça va être d'autant plus dur que l'argument open source qui avant pouvait être un vrai argument fort, aujourd'hui, c'est plutôt aussi faire face à des concurrents open source, pas que propriétaires. Exactement. Bien que les concurrents open source, après, je les connais pas tous, etc. Mais ceux qui sont pas, disons, très simples, les outils très simples, oui, ok, ils sont open source, mais il y en a certains qui se disent open source, mais ils sont pas aussi committés à l'open source que nous le sommes, dans le sens où il y en a plusieurs qui au début étaient open source et après, bouf, ils ont arrêté de développer l'open source et c'est passé en commercial, mais ils laissent comme ça l'open source pour dire vous voyez, on a un petit peu open source ou on était open source, mais maintenant on l'est plus. Donc ils jouent un peu comme ça sur les choses, alors que nous, on est vraiment des puristes, on va dire, de l'open source, bien que on fait de l'open core. Donc certains diront que c'est pas puriste, mais après, bon, les concurrents, s'ils sont vraiment entièrement open source, pour moi, c'est pas forcément une concurrence. C'est plutôt, ils aident aussi à notre mission. Notre mission, c'est justement de proposer une alternative open source aux géants comme Google pour contrôler ces données. Donc, s'il y en a d'autres qui font la même chose que nous, c'est super. Hein. On aimerait bien les encourager aussi. C'est plutôt les autres qui sont pas forcément open source qui sont aussi très bons. Il y a une dernière partie que je voudrais, sur laquelle je voudrais qu'on discute et tu as commencé à en parler un tout petit peu, c'est, on t'a parlé du RGPD et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est, un peu le rapport aux différentes institutions. Est-ce que ces institutions vous financent? Est-ce qu'elles vous aident d'une manière ou d'une autre? Je pense que le RGPD, ça a été quand même un gros plus. En fait, en gros, un petit peu, est-ce que vous avez des relations avec eux? Est-ce qu'ils utilisent vos produits? Enfin, voilà. Quand la RGPD est sortie, ça a été un énorme boost pour nous. En fait, je me rappelle, la RGPD était juste sortie ou juste avant qu'elle sorte et on devait la lire en fait. On a lu la loi et on a compris. Enfin, essayer de comprendre, c'est pas évident parce qu'on n'est pas des avocats, mais bon, on a réussi à comprendre. Et ce qu'on a fait, c'est très vite, on a mis en place des modifications dans le produit pour qu'il soit vraiment compatible avec la RGPD et qui rende la vie facile des gens qui doivent s'assurer que leurs outils et leurs données soient compatibles. Donc ça nous a beaucoup aidé effectivement à gagner de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs. En France, tu avais des articles là-dessus qui disaient: «Ouais, mais alors, attendez, Google, c'est pas Google Analytics, c'est pas RGPD, faut passer plutôt sur des solutions comme Matomo» et cetera. Ça a mis un coup de boost, en termes de notoriété aussi, non? Exactement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est même pendant une période, Google Analytics est devenu illégal. Donc, notamment en France et dans quelques autres pays européens, où les institutions disaient c'est illégal d'utiliser Google Analytics parce que Google n'avait pas fait le travail et il refusait de travailler avec les institutions. Et nous, c'est vrai que ça nous a beaucoup bénéficié, mais ça n'a pas duré énormément longtemps. Je crois que c'était 1 an. Après, nous, on a aussi été aidés par la CNIL. Donc, la CNIL, c'est vraiment des gens incroyables, le travail qu'ils font depuis, je crois, les années 70 où ça a été créé. C'est vraiment un travail très important. Et ils ont mis en place, en fait, une sorte de labellisation qui permet à certains outils, s'ils sont configurés d'une certaine manière, d'être exempts de consentement. Et c'est une des forces de Matomo que j'ai oublié de dire, c'est que,
en France, en Espagne, en Italie, dans quelques pays d'Europe comme ça, où les recommandations de la CNIL s'appliquent, en fait, il est possible d'utiliser Matomo pour mesurer les visiteurs sans demander le consentement des utilisateurs, vu qu'on mesure les données d'une manière où il est impossible de corréler les mesures avec une personne individuelle, etc. Donc, Y compris sur l'adresse IP, c'est ça qui m'a plu quand j'ai cherché une solution utilisant la technologie du tag, c'est qu'effectivement, il y a une fonctionnalité claire dans Matomo et on peut, on va dire, anonymiser les adresses IP par une simple case à cocher et à partir de là, il y a même plus de... on va dire, la dernière donnée qui permet d'identifier, de remonter à quelqu'un n'est plus stockée et effectivement, on peut sortir ainsi du processus de consentement, quoi. Exactement. Voilà, c'est un des critères à mettre en place. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc après, de là à dire qu'on a des relations, certainement ils nous financent pas. Après, il y en a certains qui sont clients. On a pas mal de villes ou de régions en Europe qui achètent comme ça Matomo Cloud à 20 € par mois. Mais non, on n'a jamais reçu de financement ou demandé d'ailleurs. Enfin, on n'a pas besoin, hein. Après, oui, la CNIL a été vraiment instrumentale pour nous. Et aux États-Unis, par C'est exemple? notre troisième pays le plus populaire après la France et l'Allemagne, en termes de revenus notamment. Donc oui, il y a effectivement une certaine popularité de Matomo. C'est peut-être aussi beaucoup parce que les entreprises américaines qui sont internationales doivent être compatibles avec la RGPD dès lors qu'elles servent des clients européens. Donc ça nous a aidé Mmh. aussi. Mais de manière générale, aux États-Unis, les États lancent leur législation sur le respect de la vie privée. Et en fait, Matomo est un outil idéal pour être compatible avec toutes sortes de législations, vu qu'on a plein de contrôles et de paramètres qui permettent de contrôler tout ça. Donc voilà, mais je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup à faire. Et nous, vu qu'on est petit, budget limité, etc., on essaye de se focaliser sur l'Europe pour l'instant. Mais les États-Unis, c'est vraiment notre deuxième marché. Et l'Océanie, par exemple? L'Océanie, non. Même bien qu'on soit basé ici, non, ça représente 1 ou 2%. Même pas. OK. Ouais. Laurent, t'as des questions avant qu'on passe à la conclusion? Non, on va pouvoir passer à la conclusion. La conclusion est effectivement, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, j'étais un ancien utilisateur de AWS Stat forcément. Comme beaucoup, effectivement, j'ai été séduit par la technologie du tag qui apporte quand même un plus en termes d'informations qui peut être remontée. J'ai été séduit par la simplicité, les écrans, le suivi que propose le logiciel Matomo avec son consulting dynamique, quand tous les logiciels aujourd'hui d'analyse de log. C'est vraiment son côté ouverture, l'RGPD clair. Parce que quand on prend Google Analytics, ils essaient d'être RGPD compliance, mais va trouver l'option qui permet de l'être. Et il faut être balèze pour comprendre c'est quoi les options à sélectionner pour pouvoir l'être. Alors sur Matomo, c'est clair, je veux dire, tu vois les données qui sont collectées, tu sais que finalement la plus critique, ça va surtout être finalement l'adresse IP, puisque tu peux carrément remonter au domicile de la personne avec par rebond. Voilà, et Matomo, c'est ça, t'as ta case à cocher, mon adresse IP, je l'anonymise en sacrifiant finalement la fin de l'adresse IP, par exemple. Et donc cette simplicité de choix d'une case à cocher pour pouvoir être compliant avec le RGPD, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui fait que je me suis orienté aujourd'hui dans mes projets qui ont besoin de suivi par analyse de tag, sur Matomo en particulier. Et voilà, et j'encourage tout le monde également à le faire. Et puis je sais pas si on peut d'entrée annoncer ce que je voulais annoncer aussi dans ce podcast. Vas-y, hein. On a introduit les différences de technologie, l'analyse de log, l'analyse de table. On voit bien que avec les évolutions de l'informatique, AWS Stat, c'est un logiciel qui a maintenant 25 ans. Sa technologie est aujourd'hui n'est plus au goût du jour, même si elle rend encore des services à certains par rapport au choix du besoin. Il faut savoir qu'AWS Stat, pendant un moment, c'était près de 20 millions de sites web, à une époque où il y en avait peut-être que 80. Hein. Je ne sais plus si c'était 20 ou 30, c'est une étude américaine qui avait été faite. Donc c'était en termes de part de marché, on était à 25-30%. Donc c'était un succès colossal. Mais aujourd'hui, on est à un niveau qui est proche de zéro.
Et donc, c'est vrai que l'investissement dans ce logiciel, pour moi, n'est plus aussi intéressant. Je préfère me consacrer à d'autres logiciels. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de terminer mon aventure avec AWS Stats. Je vais réaliser une dernière version avec tous les derniers bug fix, patch, pull requests qui sont en stand-by encore, même s'il y en a très peu, hein, il y a très peu de contributions, ce qui montre aussi qu'il y a maintenant, le public, les utilisateurs ont déjà commencé à entamer la bascule. Il y a vraiment très peu d'activité sur ce projet aujourd'hui. Et donc, je vais terminer ça avec une version 8 qui sera donc la dernière version d'AWS Stats que je vais réaliser. Je ne sais pas encore si c'est à la fin de l'année ou si ce sera en mai 2025. Pourquoi mai 2025 ? Parce que le projet est né en mai 2000. Ça lui fera 25 ans pile. Pour marquer le coup, c'est pas mal de dire voilà, ça lui fait une bonne mort que de mourir le jour de ses 25 ans. Voilà, donc bien sûr, c'est un projet open source, donc d'autres personnes vont peut-être pouvoir le reprendre et le faire vivre peut-être sous une autre appellation, AWS Stack New Generation, éventuellement, si je m'y opposerai pas, bien au contraire. Par contre, l'aventure, le projet AWS Stack, qui est quand même un projet qui aura marqué, je dirais, l'histoire de l'open source, va se terminer dans les semaines, sinon les mois qui viennent. Et donc, j'encourage chacun à basculer sur une solution plus moderne. On en a cité quelques-unes, mais voilà, moi j'ai choisi Matomo. Libre à chacun de choisir la sienne. Je vais verser une larme. Et ça me permet de me concentrer à d'autres projets tout aussi importants, si ce n'est encore plus importants aujourd'hui, que tu connais bien. Bah ouais, dont on a déjà parlé. Oui, bah c'est parfait. Alors, je vais vous laisser à chacun, j'allais dire une tribune libre pour passer un mot de la fin. Mathieu, est-ce que tu as une tribune libre? Est-ce que tu as un message à faire passer avant qu'on se quitte? Alors, un message pour les plus jeunes, peut-être, qui nous écoutent, de vraiment, quand on est jeune, d'en profiter, quoi. On a beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et c'est le moment de trouver des gens qui résonnent et de faire des choses ensemble, d'apprendre à collaborer, à créer des choses ensemble, quoi que ce soit, hein. Ça peut être créatif ou sportif ou autre. Mais c'est vraiment très important d'apprendre à être en groupe et à faire des choses ensemble, puisque pour faire des grandes choses, on peut pas le faire tout seul. Donc, il faut apprendre très tôt à travailler comme ça avec d'autres gens qui sont parfois différents de nous. Même si c'est plus facile de travailler avec des gens comme nous, ça nous emmène seulement à un certain niveau. Non seulement voilà de travailler avec d'autres, mais aussi de lire. C'est vrai que je pense que lire, c'est très important pour les jeunes, d'acquérir des connaissances. Et pas seulement de lire, mais aussi de mettre en action les choses. Ouais. Peut-être mon conseil que je donnerai à ma fille et que je donne aux jeunes qui nous écoutent. Ouais. Ça me fait rire parce que pour moi, c'est un jeune qui dit ça. Tu m'étonnes. Un jeune presque quarantenaire dans 3 mois. Ouais. Ouais. J'ai toujours bien aimé sur le podcast raconter les histoires et raconter l'histoire en fait. Et ce que je trouve génial, c'est d'avoir 2 générations d'outils à 2 périodes différentes. Ça, je trouve ça vraiment super quoi. C'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant de vous avoir tous les deux en même temps quoi. Et merci Laurent pour tout ton travail. C'est sûr que tu as été une inspiration pour moi aussi. Hein. J'ai regardé AWS Stats et en voyant ton travail, ça m'a motivé à essayer de faire mieux finalement, ou différemment, ou comme tu disais, plus moderne avec ça. Donc bravo pour tout ce que tu as fait. Puis toi, tu as enchaîné avec un autre projet énorme et qui a un gros succès. Donc vraiment impressionnant, quoi. Multi-entrepreneur, libriste. Je suis resté jeune, tu vois. Moi, j'ai toujours la motivation. Parfait, on est arrivé à la fin. Ça fait 1h20 qu'on enregistre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mathieu pour d'avoir bien voulu enregistrer avec nous. J'étais très curieux d'avoir ton témoignage sur toute ton histoire et toute l'histoire de Matomo, etc. C'était vraiment passionnant. J'espère que les auditrices et les auditeurs du podcast ont appris des choses, qui vont essayer Matomo, qui vont l'adopter, qui vont migrer de AWS Stats pour les plus anciens vers Matomo. Voilà. Et puis, comme d'habitude pour les auditrices et les auditeurs, moi, je vous demande de partager cet épisode, d'en parler autour de vous. Moi, je vais le partager à mes collègues qui n'utilisent pas Matomo. Voilà, peut-être que ça leur donnera des idées. Voilà. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes. Merci à tous les deux. Bonne soirée, Laurent, et bonne journée, Mathieu.
Et puis, à une prochaine, j'espère. Merci Walid, merci Laurent, et ouais, à bientôt au FOSDEM. Pas cette année, mais c'est sûr une des prochaines années. J'irai. Et, en tous les cas, hâte de vous rencontrer. Oui. Allez, salut Mathieu. Ça marche, salut.